Dans notre précédent épisode, nous avons croisé la figure de Léopold von Ranke, l'homme qui voulait faire de l'histoire une science exacte, froide, objective. Une histoire vue d'en haut, nourrie par les archives des États, et racontée comme si l'historien pouvait se tenir au-dessus du temps, presque à la place de Dieu. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de son contraire absolu. Un historien pour qui l'histoire n'est ni une science, ni un tribunal, mais un acte de vie. Son ambition ? Ressusciter les morts. Redonner voix aux silencieux, aux oubliés, au peuple. Cet historien, c'est Jules Michelet. Jules Michelet naît en 1798 dans une famille modeste. Son père est imprimeur, patriote, ruiné après l'Empire. L'enfant connaît le froid, les dettes, mais il entre à l'école normale, devient professeur, puis en 1830, il obtient un poste aux Archives nationales. Et là, quelque chose se produit, une révélation. Michelet découvre ces montagnes de papier, ces parchemins oubliés. Mais lui n'y voit pas des documents, il y entend des voix. Il écrit « Ces papiers, ces parchemins si longtemps délaissés, je les touchais avec un respect religieux. À mesure que je soufflais sur leur poussière, je les voyais se relever. C'était un grand bruissement, comme la mer qui monte. Pour lui, l'histoire n'est pas l'art de classer, mais l'art d'écouter. L'historien n'est pas un juge, c'est un témoin, presque un médium. Il le dira plus tard, l'histoire, c'est le récit de la résurrection intégrale du passé. On l'a souvent présenté comme l'opposé de Ranke. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Michelet respecte les archives, les sources, les preuves. Ce qu'il change, ce n'est pas le matériau, c'est le but. Il ne veut pas montrer le passé tel qu'il a été, mais faire en sorte qu'il vive encore. Mais qui faut-il ressusciter ? Les rois ? Les ministres ? Non. Michelet choisit un autre héros, le peuple. Ce mot, chez lui, n'est pas un simple nombre ni une catégorie sociale comme chez Marx. C'est une figure morale, presque une âme collective. Il écrit « Ce n'est pas l'histoire des rois que je veux écrire, mais celle du peuple, le vrai héros de la France. » Son grand œuvre, L'histoire de la Révolution française, publiée entre 1847 et 1853, n'est pas une chronique des décrets ou des assemblées, c'est une épopée. Il nous fait ressentir la faim des Parisiens, la peur dans les rues, la ferveur populaire. Il raconte la prise de la Bastille en parlant non pas des chefs, mais de ceux qui n'avaient que leurs bras nus, leur colère et l'idée de la liberté. Dans ce récit, l'histoire devient chair, odeur, souffle. La Révolution n'est plus seulement une suite d'événements politiques, c'est une expérience vécue. Et derrière les événements, Michelet voit un peuple qui se lève, souffre, espère. Ce peuple, il le sacralise parfois. Il en fait le cœur vivant de la nation, le gardien de la liberté. C'est grandiose, mais c'est aussi dangereux. Car le mythe peut parfois masquer les fractures, les violences, les contradictions. Pour ressusciter ce peuple, Michelet invente une manière d'écrire et de penser l'histoire entièrement nouvelle. D'abord, il change la manière de regarder le passé. Il ne s'intéresse pas seulement au roi, mais au climat, à la géographie, au pain, à la maladie. Il commence son histoire de France non pas par un roi, mais par un chapitre sur les fleuves, les montagnes, les sols. Il écrit « La France est un être vivant. Ses fleuves sont ses veines, son sol est son corps. » Ce regard annonce ce que feront bien plus tard les historiens de l'école des Annales, Brodel, Bloch, Fèvre. L'idée que le climat, la terre, les gestes ordinaires sont aussi des forces de l'histoire. Ensuite, Michelet assume quelque chose que Ranke refusait, la subjectivité de l'historien. Il ne prétend pas être neutre, il aime le peuple, il déteste la tyrannie, il prend parti. Il écrit clairement
Je n'ai pas la froideur de l'historien, j'ai les entrailles du citoyen. Enfin, son écriture est un style presque une musique. Il utilise le présent, la métaphore, les rythmes oratoires. Cela donne des pages magnifiques, mais aussi des excès. Il idéalise parfois, il généralise vite, il laisse parler son émotion plus que la preuve. Ses contemporains positivistes comme Taine se moqueront de lui. Plus tard, certains diront « c'est un poète, pas un historien ». Et pourtant, sans lui, l'histoire serait restée une chronique d'État. Alors, que reste-t-il de Michelet aujourd'hui? Il n'a pas fondé une méthode rigoureuse comme Ranke, il n'a pas bâti un système comme Marx, mais il a fait entrer dans l'histoire ce qui en était exclu, le peuple, le corps, la souffrance, la nature. Il rappelait que l'histoire n'est pas seulement un savoir, mais aussi une relation vivante entre les morts et les vivants. Et il nous pose une question qui reste bouleversante. Peut-on comprendre le passé sans l'aimer un peu? Dans le prochain épisode, nous rencontrerons un autre révolutionnaire de l'histoire. Lui aussi parle du peuple, non comme d'une âme, mais comme d'une classe. Il ne cherche pas à ressusciter le passé, mais à en révéler les lois cachées. Son nom, Karl Marx.